Le team building organisé par le gouvernement a été clôturé hier. Le rapport rendu après cette rencontre tient en 3 phrases, ce qui amène à se demander le véritable intérêt de cette réunion. L'Observatoire de la vie publique à Madagascar, ou CEFAFI, dénonce son instrumentalisation par les politiciens. À Madagascar, l'expression société civile est mise à toutes les sauces. Ainsi, le CEFAFI a publié un communiqué portant sur la société civile et le pouvoir politique le 10 février dernier. En Afrique du Sud, après la démission de Jacob Zuma à 65 ans, c'est Cyril Ramaphosa qui devient l'homme fort du pays. Il doit être élu président ce jeudi par le Parlement. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Nous ouvrons l'édition du journal ce soir sur une actualité politique. Le team building, organisé par le gouvernement, a été clôturé hier. Le rapport rendu, après cette rencontre, tient à peine en 3 phrases, ce qui amène à se demander le véritable intérêt de cette réunion organisée par le gouvernement. Les détails dans ce reportage de Indra Arson. Le 13 février dernier, lors de l'ouverture de ce team building organisé par le gouvernement, le Premier ministre Olivier Mahafal Soulnanjassana a assuré à la presse que des comptes détaillés seront rendus sur cette rencontre. Les ministres ne travaillent pas pour eux ni pour leur ministère, ils travaillent pour le peuple. C'est la raison de ce team building. Nous communiquerons prochainement aux journalistes un rapport de cette réunion des membres du gouvernement. Et pourtant, le communiqué publié par le responsable de communication de la primature après cette rencontre est si léger qu'il tient à peine en quelques phrases. Quoi qu'on dise des responsables du gouvernement, c'est l'argent du contribuable qui a financé ce team building. De ce fait, le peuple ne mérite-t-il pas un rapport plus détaillé ? Comme annoncé précédemment dans les titres, l'Observatoire de la vie publique à Madagascar, ou CEFAFI, dénonce son instrumentation par les politiciens. À Madagascar, l'expression société civile est mise à toutes les sauces. Ainsi, le CEFAFI a publié un communiqué portant sur la société civile et le pouvoir politique le 10 février dernier. Un reportage de Oun Nassain. L'Observatoire de la vie publique à Madagascar dénonce l'instrumentation de la société civile par les politiciens et s'inquiète de son manque d'indépendance et de sa représentativité. Ainsi, dans un communiqué, le CEFAFI tient à clarifier certains points concernant son rôle et ses attributions au sein de la société et surtout son rapport quant au pouvoir politique. La société civile ne cherche pas à exercer le pouvoir. Dans ce document, le CEFAFI souligne que la principale finalité de la société civile est de récuser toute finalité politique. Autant le but de l'action politique consiste à gérer l'intérêt général de la nation indépendamment des intérêts particuliers et parfois contre eux, autant la société civile ne se préoccupe, par le biais de ses multiples composantes, que d'objectifs spécifiques, ceux des entreprises, des diverses associations, des confessions religieuses, des défenseurs des droits de l'homme, des ONG et autres. Les partis politiques, qui ne sont pour la plupart que des groupuscules réunissant quelques parents ou amis, se confondent souvent avec des associations relevant de la société civile. Cette configuration ambiguë constitue la principale menace pour la crédibilité de la société civile. La société civile n'est pas non plus l'opposition. Le CEFAFI accuse des critiques d'ignorer ce qu'est la société civile et ce qu'est l'opposition. Notant qu'en tant que partie prenante de la société civile, le CEFAFI n'a aucune ambition politique, puisque la participation à la société civile exclut tout engagement dans la société politique. Par la même occasion, cet observatoire dénonce le manque d'éthique des politiciens malgaches, ne pensant qu'à servir leurs propres intérêts. D'autre part, toujours d'après le CEFAFI, aucun segment de la société ne peut valablement désigner son unique représentant, qu'il est totalement utopique d'imaginer que puisse exister un représentant ou une entité unique crédible de l'ensemble de la société civile. Prétendre le contraire relèverait de l'escroquerie.
Il faut en conclure que les titres revendiqués sont usurpés et que la charte des organisations de la société civile est un leurre. D'où l'ambiguïté des rencontres initiées par les pouvoirs publics avec les représentants choisis de la société civile. Cette dernière doit être et rester indépendante du pouvoir politique et se situer en dehors du cadre et de l'intervention de l'État, faute de quoi elle sera instrumentalisée par le pouvoir ou se verra réduite à un silence complice. Faire partie de la société civile requiert ainsi un sentiment citoyen tendant à la recherche du bien commun, sans qu'il n'y ait nécessairement contrepartie matérielle ou financière. Mais lorsque la société civile manque de professionnalisme et de moyens, elle risque d'être embrigadée par les politiciens, l'État ou les bailleurs de fonds. Sur un tout autre sujet, en collaboration avec l'agence Capsule, Cool TV a mené une enquête sur l'inscription à la liste électorale. La majorité des personnes questionnées ont avoué être réticentes par rapport à cette inscription parce que l'élection n'a aucun impact sur leur quotidien. Plusieurs points peuvent expliquer le faible taux d'inscription à la liste électorale, d'après un sociologue. Suivons ensemble ce reportage de Mia Tarangianaïf. À votre avis, les électeurs ayant vérifié leur inscription sur la liste électorale au niveau des bureaux du Fouctan sont-ils nombreux ? Tel a été le sujet du sondage effectué par l'agence Capsule dans la capitale du 30 janvier au 1er février dernier. Cette enquête a été effectuée auprès d'un échantillon représentatif composé de 405 personnes âgées de 18 ans révolus. 54% d'entre elles ont affirmé que peu de gens ont vérifié leur inscription à cette liste électorale parce que cette élection n'aura aucune répercussion sur leur vie quotidienne. 30% ont déclaré que voter est important et que de ce fait, beaucoup d'électeurs ont vérifié leur inscription sur cette liste. Et enfin 17% ont répondu que peu de gens procédaient à cette vérification parce qu'ils sont sûrs que leurs noms sont correctement inscrits sur la liste électorale. Un sociologue a fait part de son avis sur la réticence des électeurs à s'inscrire et à vérifier leur inscription sur cette liste électorale. Premièrement, dans les zones rurales, les bureaux sont loin et les habitants de ces secteurs ne se sentent pas à l'aise à l'idée d'entrer dans un bureau administratif. D'autre part, l'administration demande de nombreux documents pour faire une carte d'identité nationale ou un jugement supplétif, et pourtant ces documents sont nécessaires. Pour une personne qui vit à plus de 4 km du bureau administratif et qui doit revenir bredouille parce que les documents qu'elle a apportés sont incomplets, va être réticente par rapport au fait de vérifier sa présence sur la liste électorale. L'inflation représente également un obstacle d'après les explications. Le taux d'inflation augmente trop rapidement. À mon avis, c'est un calcul politique qui vise à faire en sorte que la population se borne sur son quotidien en évitant de penser à autre chose. Reste à savoir à qui profitent ces calculs. Actuellement, l'objectif de la Commission électorale nationale indépendante par rapport au nombre inscrit sur la liste électorale, c'est cette commission a prévu 10 millions d'électeurs inscrits pour cette année. D'après les derniers rapports, il y a eu près de 9 500 000 personnes inscrites à cette liste, dont 380 000 sont de nouveaux électeurs. En ce qui concerne l'affaire Syndicat général maritime de Madagascar, les membres qui se sont opposés au verdict rendu par la Cour d'appel vendredi dernier ont été arrêtés hier. Ce verdict porte sur une peine d'emprisonnement de 18 mois ferme du secrétaire général Razaf Njaïbe Arnaud Lucien, assorti d'une amende de 576 millions d'ariars pour détournement de fonds du syndicat. D'après les informations reçues de la gendarmerie, les arrestations des quelques membres de ce syndicat ont pour cause la diffusion de fausses informations et leurs oppositions au verdict du tribunal. D'ailleurs, ce verdict est sans appel, toujours d'après les informations reçues. Sur le plan social, la situation des prisonniers du pénitencier de Tiafa va à l'encontre des lois en vigueur. La grande majorité des personnes incarcérées dans ce pénitencier n'ont pas encore été jugées et le nombre de détenus dépasse la norme. L'Amnesty International fait part de son avis sur les améliorations à faire au sein de cette prison. Reportage Michel Arnardzone. La prison de Tiafa a été construite en 1878. Normalement, ce pénitencier devrait accueillir au maximum 350 prisonniers et pourtant actuellement, il y a 3 fois plus de prisonniers qui y sont incarcérés. Cette prison compte à ce jour 1021 détenus et 496 d'entre eux sont encore des détenus prévenus. Une situation qui va à l'encontre des lois en vigueur.
D'après l'article 8 de la loi 2006-015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l'administration pénitentiaire, seules les personnes condamnées à une peine de prison importante peuvent être renvoyées dans cette prison. Et pourtant, dernièrement, des détenus prévenus sont envoyés à Tiafa. Cette pratique est d'ailleurs devenue monnaie courante. L'Amnesty International a émis son avis sur la situation de cette prison le 12 février dernier. D'après leur rapport, il faudrait cesser d'envoyer des détenus prévenus dans cette prison et d'autre part, les infrastructures de cette prison devraient être améliorées. En général, c'est un problème noté dans toutes les prisons de la Grande Île. Jusqu'ici, les infrastructures des prisons de Madagascar n'ont jamais été rénovées ni élargies. C'est ce qui explique que les prisons de la Grande Île soient pleines à craquer. À Madagascar, il y a en tout 82 prisons. 40 d'entre eux constituent des maisons centrales, à l'exemple de la prison d'Intanmour. 40 autres sont des maisons de sûreté, telles que les prisons qui se trouvent au niveau des districts. Et enfin, 2 de ces pénitenciers sont des maisons de force, comme la prison de Tiafa. Passons aux nouvelles à l'international. Sous la pression de l'ANC, Jacob Zuma a finalement cédé et a démissionné. Il l'a annoncé hier, tard, en direct à la télévision. Après 9 ans au pouvoir, Zuma a été embourbé dans de nombreuses affaires de corruption. Je vous propose de l'écouter. Aucune vie ne doit être perdue en mon nom. De même, l'ANC ne doit pas se diviser à cause de mon nom. J'ai donc pris la décision de démissionner en tant que président de la République avec effet immédiat. En Afrique du Sud, après la démission de Jacob Zuma, à 65 ans, c'est Cyril Ramaphosa qui devient l'homme fort du pays. Il doit être élu président ce jeudi par le Parlement. Le Parlement doit se réunir en début d'après-midi. Chaque parti représenté au Parlement va présenter un candidat, mais enfin l'issue ne fait guère de doute vu le poids écrasant de l'ANC au sein de ce Parlement. 249 députés sur 400. Ce sera donc le leader de l'ANC, Cyril Ramaphosa, qui sera désigné à la tête de l'État à la fin de l'après-midi ou la fin de la journée si les horaires ne sont pas tout à fait respectés. Le suspense est assez mince et c'est donc la fin quand même d'un feuilleton absolument ubuesque presque qui aura duré 3 jours pour convaincre d'abord par la douceur puis par la pression Jacob Zuma de quitter le pouvoir. Et hier ce fut un peu la journée où Jacob Zuma jusqu'au bout aura fait le show si je puis dire, s'exprimant d'abord à la télévision pour dire qu'il n'était pas content du tout de la décision de la direction de son parti avant finalement juste avant minuit de reconnaître ce qu'on vient d'entendre, qu'il acceptait la décision de ce comité exécutif et que donc il remettait sa démission avec effet immédiat, mais il l'a fait avec beaucoup de réticence et en faisant bien comprendre qu'il ne comprenait pas le sens de cette décision. Il disait on ne sait pas exactement ce qui a été négocié entre Cyril Ramaphosa, l'ANC et Jacob Zuma. Donc Jacob Zuma souhaitait l'immunité, 2 la prise en charge de ses frais de justice, parce que maintenant Jacob Zuma se retrouve dans la situation d'un justiciable ordinaire et Dieu sait que les chefs d'accusation qui l'attendent sont nombreux, plusieurs centaines. Il va donc devoir faire face à la justice, engager des avocats, ça va lui coûter extrêmement cher. Il risque d'être ruiné, il risque aussi bien sûr de se retrouver devant le banc des accusés et il a essayé de négocier une prise en charge. On verra bien, on le saura, je pense, dans les heures ou les jours qui viennent, s'il a obtenu quelque chose ou pas. S'il n'a rien obtenu, eh bien, clairement, les mois et peut-être les années qui viennent vont être occupés pour lui à répondre aux accusations de corruption qui sont donc très nombreuses, qui pèsent à son encontre. Avant de nous quitter, un bref retour sur les grands points de ce journal. Le team building, organisé par le gouvernement, a été clôturé hier. Le rapport rendu après cette rencontre tient en 3 phrases. L'Observatoire de la vie publique à Madagascar, où CEFAFI dénonce son instrumentalisation par les politiciens. Ainsi, le CEFAFI a publié un communiqué portant sur la société civile et le pouvoir politique le 10 février dernier.
Et en Afrique du Sud, après la démission de Jacob Zuma, à 65 ans, c'est Cyril Ramaphosa qui devient l'homme fort du pays. Il doit être élu président ce jeudi par le Parlement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et excellente suite de programmes sur Cool TV.